Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de votre saga estivale digne de Dolmen, House of Emile et Power of Aurélien, numéro 2, cette fois-ci consacrée à nos lectures divertissantes de l'été. Mais avant de parler des lectures divertissantes de l'été avec notre sélection des titres de 2025, on va vous parler de nos coups de cœur pour ce mois d'avril. Aurélien, toi tu as un coup de cœur, pour le coup c'est toi qui es la caution vintage de l'émission. Quoique, pas du tout, 82. Non, encore une fois, c'est toi qui me bats. Mais c'est vrai qu'on vous fait des coups de cœur du mois d'avril en mode rétro. Moi, je mets un coup de projo sur l'intégrale Excalibur. Alors, 5e tome même d'Excalibur, mais en fait c'est un peu comme un tome 1 ce 5e tome, parce que c'est le début du run d'Alan Davis tout seul sur la série. Alan Davis a co-créé Excalibur avec Chris Claremont fin des années 80, et donc spin-off de la série Uncanny X-Men, où on retrouve du coup une partie des membres de l'équipe qui étaient en convalescence et qui ont cru comme plein d'autres que les X-Men étaient morts et qui du coup restent là où ils étaient en convalescence en Angleterre. Donc on se retrouve avec Kitty Pryde, avec Diablo et avec aussi Rachel Summers qui vont être parmi les membres fondateurs de l'équipe, avec Captain Britain et Meggan aussi. Le fait est que cette équipe va donc être extrêmement singulière parce qu'elle va être très marquée par le côté donc anglais. Si une partie des personnages n'est pas anglais, que ce soit Kitty Pryde qui est américaine ou Kurt qui est allemand, il y a cette ambiance qui est très anglaise dans la série, et c'est d'autant plus marqué que Chris Claremont est né en Angleterre, et donc Alan Davis qui est aussi un dessinateur anglais, qui a notamment travaillé sur des titres comme Miracle Man ou Captain Britain justement. Et après un long run où ils ont donc partagé l'affiche, la série Excalibur est passée dans d'autres mains, et finalement Alan Davis a souhaité revenir sur le titre, mais cette fois-ci en l'écrivant en plus de le dessiner. Et Alan Davis n'est pas Chris Claremont, ce qui est logique, et a une écriture qui est sensiblement différente de Claremont, et en fait c'est sans doute sur Excalibur qui va le plus s'éclater. Et la série Excalibur par Alan Davis, c'est un des joyaux de la couronne de Marvel. On va pas se mentir, c'est une des meilleures séries ever. C'est sans doute la meilleure série de Marvel au moment où elle est publiée. C'est incroyablement fun. Il y a 40 idées par numéro, ça part dans tous les sens, il y a du drama entre les différents membres de l'équipe, il y a de la romance, il y a des rebondissements, il y a des fils rouges qui vont durer 2, 4, 5, 10 épisodes. Ça utilise le multivers de manière complètement folle, originale et j'ai envie de dire presque séminale, dans le sens où il y a plein d'idées qui certes ne viennent pas forcément de là, mais qui vont prendre une ampleur complètement démesurée ici. C'est le comic book dans toute sa splendeur. Tous les trucs où des fois on se dit ça fait un peu trop comic book, quoi. Des fois c'est des expressions qu'on peut entendre. Ici c'est le cas, mais ça fait pas trop comic book. C'est explosif et on s'en prend plein les yeux et on a la banane tout du long de la lecture. C'est vraiment une des lectures les plus réjouissantes que vous ferez de l'année, c'est sûr et certain. Comme je dis, vous pouvez commencer là. Vous n'avez pas besoin d'avoir lu les 4 tomes précédents. Il y a des références à ce qui s'est passé avant. Il va y avoir un procès d'un des personnages pour des choses qui ont été faites précédemment. Mais on n'a pas besoin d'avoir vu la scène pour comprendre les tenants et les aboutissants. C'est plein d'idées, c'est plein de persos secondaires qui sont introduits par Alan Davis qui s'éclate. Un perso comme Micromax qui est un mutant gouvernemental absolument imbuvable. Un personnage comme Killen, un personnage comme Cerise. Vraiment, j'essaye en tout cas de vous transmettre tout le plaisir que j'ai eu à la lecture, parce que j'ai envie de convaincre au moins une personne qui est en train d'écouter cette émission. Ce sera moi. J'ai toujours pas lu, ça fait 6 mois. Mais de se lancer dans la lecture alors c'est pas forcément toi, peut-être que c'est toi, auditeur, qui m'écoute en ce moment, de se lancer dans la lecture d'Excalibur par Alan Davis, parce que c'est un plaisir
sans borne. C'est vraiment de l'excellente cam. Et voilà, j'espère que j'en couche, que je vais convaincre quelques personnes de se lancer dedans. N'hésitez pas à me le dire parce que je suis sûr que vous allez prendre un pied immense et que je vais m'arrêter là parce que je sais que je tourne en rond. Mais et si, il y a quand même quelque chose à dire en plus, c'est que en plus tout ça est sublimé par le dessinateur qui n'est autre que Alan Davis, qui s'éclate aussi bien à son poste de dessinateur que de scénariste, avec encore une fois des concepts, de la mise en page, des personnages ultra expressifs, humains, même quand ils ont des designs d'aliens venus de 8 dimensions de là, c'est formidable. Voilà, donc si vous avez été convaincu par Aurélien, envoyez votre courrier donc à Panini France, avenue Emmanuel Pont-Rémoli, 06200 à Nice, CEDEX. Voilà. Nous vous lirons. Bon, bah du coup, on va rester sur du Claremont. Finalement, on va rester. On va plutôt reparler de Claremont, vu que c'est un titre qu'il a scénarisé, mais qui n'est pas dessiné par Alan Davis, mais par Brett Anderson. Brett Anderson qui, alors si je dis pas de bêtises, était en tout cas à son début de carrière. Il allait passer normalement sur la série Strike Force Morituri, et après c'est un dessinateur notamment qu'on connaît pour Astro City et d'autres projets. Donc ce projet, c'est notamment celui dont on va parler aujourd'hui, c'est X-Men Dieu crée, l'homme détruit. Très bonne traduction de God Loves Man Kills, qui en 82 est un peu un coup de tonnerre, puisque si Claremont avait déjà brillé avec les arcs narratifs du Phénix Noir, et que en fait les thématiques sociales des X-Men sont présentes, j'ai l'impression qu'on lit les témoignages de l'époque, en tout cas, que c'est vraiment ce graphic novel-là qui a vraiment un peu gravé dans le marbre le fait que en fait, les X-Men, ça parle de ça. Et de quoi ça parle ? En fait, ça commence avec une mise en scène très cinématographique de Brett Anderson, au niveau du dessin, avec en fait le meurtre de 2 gamins noirs par des gens qui sont en fait envoyés par un télévangéliste, en gros, qui s'appelle Stryker. Et on a un moment où du coup, on voit l'utilisation de la télévision. Donc là, pareil, dans l'émission de la semaine dernière, on parlait d'American Flag et de Dark Knight Returns. Encore une fois, on voit l'influence de télévision dans le BD américaine avec en fait, ces gens qui, par écran interposé, vont finalement inciter des gens à s'entretuer. Donc là, on retrouve ça avec Dieu crée, l'homme détruit. Et aussi, on va avoir un récit qui va parler de racisme, évidemment, puisque évidemment, les gamins qui ont été assassinés parce qu'ils étaient mutants, mais clairement, on le voit en tant que lecteur aussi. Et on peut penser à ça. On voit aussi qu'ils sont assassinés parce qu'ils sont noirs. Et c'est vrai qu'à un moment où, en gros, il nous arrive de lire sur les commentaires que les X-Men de Krakoa, c'est trop politique par rapport à l'époque de Claremont, et que Titan de Wolverine et Claremont, c'était quand même autre chose. Bon, clairement, en 82, il y avait quand même pas mal d'indices en bas de votre écran. Et visiblement, en plus, en fait, c'était quand même des choses qui ont été suffisamment, en tout cas cinématographiques, pour marquer Singer au point où justement il va reprendre la plupart de ces éléments-là, donc Stryker, dans en fait son deuxième film X-Men, en le mélangeant avec l'arme X et d'autres choses comme ça. Et ce qui est assez marrant aussi, c'est qu'entre-temps, quand je l'ai relu là, du coup, pour préparer l'émission, ça m'a fait penser aussi au film de Roger Corman, qui est considéré comme son meilleur film et en même temps un peu son plus gros bide. C'est le seul film avec lequel il a perdu de l'argent. C'est The Intruder, qui raconte en fait l'arrivée d'une espèce de mec très propre sur lui dans une contrée dans laquelle il y a du racisme et qui va en fait se servir d'une école qui va ouvrir pour les élèves noirs pour en fait monter la population les uns contre les autres. Et j'ai beaucoup pensé à ça dans le fait d'avoir en fait un élément étranger qui va arriver et par ses indications et par aussi son prêche, parce qu'il y a vraiment aussi un côté très religieux là-dedans, arriver à manipuler les foules pour arriver à commettre des atrocités. Et je pense que c'est aussi ça qui est aussi au cœur de l'œuvre de Dieu crée, l'homme détruit. C'est aussi ce côté, en fait, Dieu crée de merveilleuses choses pour que l'homme les détruise. Donc il y a aussi la parole aussi religieuse est détournée de ça, et puis au fond, est-ce que Xavier n'a pas aussi une parole religieuse de son côté, et puis d'ailleurs avec les dérives qu'il pourrait y avoir, comme on a pu l'aborder la semaine dernière dans House of X Power of Ten. Donc toutes ces thématiques-là sont déjà dans ce graphic novel-là, et là on a ressorti un must-have, avec notamment l'espèce de Extended Edition, vu qu'il y a des histoires en fait en plus qui ont été écrites par la même équipe créative. Je crois qu'aussi tu les as lues, il me semble, celle-ci, Aurélien. Ouais, en fait, c'est une intro et une conclusion qui viennent encapsuler le récit, qui servent en fait à Claremont. En fait, c'est un artifice narratif où ça se déroule beaucoup plus tard, et où en fait les personnages qui sont présents dans cet épilogue et ce prologue vont se remémorer les événements du récit. Donc il y a un côté, ça ne touche pas au récit d'origine, tout en étant venant, pareil, souligner le
le propos global, quoi, on va dire. Donc tout ça pour dire que là, on a vraiment l'édition définitive de ce qui est vraiment un des must-have de Marvel. Et finalement, c'est assez drôle de se dire qu'il a fallu autant de temps pour l'avoir de la collection must-have. Mais ça fait la transition un peu avec notre deuxième partie, la thématique de l'émission, à savoir que ce soit avec des récits très politiques, un peu thriller, et du coup des lectures très anglaises, on voit justement toute la force des mutants d'arriver à encapsuler autant de genres, en fait, avec autant d'équipes différentes et d'équipes créatives. Et c'est ce qui fait aussi que les X-Men et affiliés sont aussi populaires et aussi appréciés en fait depuis tant de temps. Et d'ailleurs, du coup, on va passer à nos lectures divertissantes, garanties non mutantes, pour une fois, par rapport à nos recos lectures. Je te laisse commencer du coup, avec le meilleur match de catch de l'univers Marvel. Tout à fait. Je vais devoir te détromper un peu, il y a un tout petit peu de mutant dans Venom War quand même. Parce qu'il y a entre autres Venom War Wolverine, une mini-série. Ah oui, c'est vrai. Parce que moi là, je vais parler en termes de lecture divertissante, je vais parler de l'intégralité de la saga Venom War. Parce que c'est quand même vraiment fun. Ok, on va pas se mentir. C'est pas le meilleur comics de l'année. C'est pas, il y a un avant et un après Venom War. C'est pas Watchmen. C'est pas House of X Powers of Ten. Voilà. Non, là-dessus, je suis d'accord et je n'essaierai pas de vous vendre ça différemment de ce que c'est. Et Ali Wing non plus, en fait. Ali Wing, il vient de faire, en arrivant sur Venom War, en fait, il vient de faire une longue série Venom qui utilise énormément le voyage dans le temps, des manipulations, différents aspects de la personnalité qui ont chacun un corps, etc., etc. C'est une lecture qui est assez complexe, assez réjouissante. Moi, j'aime beaucoup le Venom d'Ali Wing, notamment de Brian Hitch et Cafu à la partie graphique. Je dirais aussi qu'il fait un travail de synthèse, à l'instar de ce qu'il a fait sur Hulk. L'idée de lier toutes les personnalités de Venom et d'arriver à leur donner un tout cohérent pour expliquer aussi les choix qui, dans Venom War, vont avoir des conséquences bien particulières aussi. Tout à fait. Et avec Venom War, il sait qu'il est en train de faire le gros crossover de fin de cette première partie. Et que quand il va se relancer avec All New Venom, il va partir dans une nouvelle direction, beaucoup plus super-héroïque, beaucoup plus fun, et laisser quand même de côté le côté très un peu pompeux que pouvait avoir à sa première partie. Moi, je sais pas forcément un terme que j'emploie non plus de manière négative, mais c'est un peu le cas. Et avec Venom War, du coup, il sait qu'il fait un truc de bourrin, et il l'assume de base, comme tu dis, avec un match de catch, car ce n'était pas une métaphore de ta part. Une grosse partie de l'intrigue de Venom War se déroule au Madison Square Garden sur un terrain de catch. Oui, et le cheval Venom qui cite Baudrillard, c'est pas une métaphore non plus. Non, on se retrouve vraiment avec des idées, des concepts quand même assez barrés. On se retrouve aussi du coup à un moment avec une invasion de zombiotes qui sont en fait de symbiotes zombies, on va dire, de New York. Donc il y a plein de concepts assez délirants, assez frappandingues et en fait qui participent au côté lecture divertissante de l'été que de Venom War. Et il y a plein de mini-séries là-dedans qui sont assez cool, que ce soit la série Venom War Spider-Man qui en fait est une mini-série principale, en fait c'est presque le titre bis du titre parce que l'intrigue de Spider-Man sur l'ensemble du crossover a une vraie importance et donc aussi des mini-séries qui ont trouvé leur place à côté, que ce soit donc Venom War Wolverine qui a trouvé sa place dans la revue X-Men ou Venomous qui est en fait le titre qui est consacré à Black Widow vu qu'elle a également un symbiote depuis quelques mois et qui du coup se retrouve dans la revue Marvel Comics. Et tout ça donne un côté très gros événement, avec plein de conséquences. En réalité, encore une fois, c'est plus un concept très fun qui est exploité de manière très très fun aussi, sachant que aussi dans les très bonnes séries il y a le zombiote justement de Cavan Scott et Juan José Rip au dessin qui est vraiment une mini-série ultra fun avec un casting de personnages. On se retrouve avec côte à côte le Shocker, Miss Hulk et Overdrive. Bon, on n'est pas sur on n'est pas sur les Avengers. Non, puis surtout c'est pas le casting auquel on s'attend quoi. Voilà. Et pourtant c'est
ultra fun et ultra prenant, et il y a un petit côté presque Shaun of the Dead là-dedans, où les personnages vont se retrouver dans un bar, etc. Enfin, je vous en dis pas trop non plus parce que la mini-série est courte, mais elle est vraiment ultra réjouissante, et encore une fois, en lecture divertissante de l'été, Venom War, c'est quand même bien fun. Ouais. Et puis globalement, c'est vrai que je suis assez surpris en fait du relatif désintérêt en fait sur la série d'Halloween, qui à mon avis souffre des critiques un peu injustes, je trouve, parce que c'est une série qui est certes qui paraît pompeuse, mais en fait qui prend son temps, et une fois qu'on voit tous les éléments qu'elle veut amener, elle promet beaucoup de choses, mais après une fois qu'elle deliver entre guillemets, c'est quand même super chouette à lire. Une fois que tous les éléments que tu as vus être posés, voilà. Ah, moi je la kiffe, hein, et je sais qu'il y a encore quelques morceaux d'intrigue qui sont pas Mm. arrivés à leur conclusion, qui sont un petit peu laissés de côté là, avec la nouvelle série All New Venom, et j'ai hâte qu'ils les remettent sur le devant de la scène, parce que c'est vrai que voilà, c'est une série que je trouve vraiment super cool. Après, je pense qu'en lisant Venom War, on se dit je loupe quelques petits trucs, j'ai envie d'aller creuser derrière. Bon, bah hésitez pas, parce que vous allez prendre quand même pas mal votre pied, mais Venom War en tant que tel, bah ça peut se lire comme la lecture blockbuster popcorn de l'été, quoi. Tout à fait. Bon bah du coup on va rester sur une série divertissante, plus dans le côté soap je dirais, puisque c'est de l'intégrale Spider-Girl de Tom DeFalco et Pat Olive. Une intégrale qui était finalement assez demandée, parce qu'au moment où on l'avait annoncé, j'étais assez surpris des réactions, et c'est vrai que ça fait partie un peu des séries cultes au sens premier du terme, c'est-à-dire en gros c'est peut-être pas les séries qui sont régulièrement mises en avant, mais qui ont su gagner le cœur des lecteurs et des lectrices à l'époque, et cette série-là en gros est née des cendres d'une idée, qui était l'idée que Peter aimait en une fille. Et j'oublie toujours le détail du pourquoi du comment, parce que je n'ai pas lu cette période-là, mais si j'ai bien compris, elle se serait faite kidnapper par C'est le dur, bouffon vert. C'est un des 983 rebondissements de la saga du clone, ouais. Ouais, que j'ai toujours pas lu, honte à moi, ou grâce sur moi peut-être, je sais pas. Mais disons que ouais, apparemment, il y a des événements qui conduisent à la mort de cette gamine. Et du coup, il y a eu un what if chez Marvel qui a eu du succès, dans lequel cette fille avait survécu, et à la suite d'un combat entre son père et le bouffon vert, son père est devenu en gros a perdu l'usage d'une jambe, voire même a perdu sa jambe tout court, et a décidé de raccrocher en fait les lance-toiles. Et des années plus tard, on retrouve donc sa fille au lycée, qui va découvrir en fait ses pouvoirs à l'adolescence, et en fait se rendre compte aussi que son père était Spider-Man, et du coup va reprendre le costume de son père, et s'ensuit du coup suite au succès de cette What If là une série régulière qui justement reprend un peu tous les éléments qui font le plaisir et le charme en fait des Spider-Man de l'époque. Le lycée, à la différence près que contrairement à Peter Parker, elle est très jolie, elle est très forte en sport, elle a des amitiés aussi bien geeks que sportives, et elle est très populaire, en gros. Donc c'est assez intéressant, parce qu'on a un peu le contrepoint cool en fait, de Peter à l'école, avec des intrigues amoureuses, et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que Tom DeFalco, il a une narration qui fonctionne avec de l'apostrophe. C'est-à-dire du coup, il s'adresse directement en fait au personnage. Ça fait tu ne pensais pas que voilà, c'est pas Spider-Girl arriva dans le lycée, c'est toujours tu ne pensais pas que voilà. Donc c'est un style un peu désuet finalement, mais qui colle assez bien. Ça fait un peu carnet de bord, ou je sais pas comment dire, mais en tout cas il y a quand même une narration assez particulière que je trouve plutôt cool. Et au dessin, c'est Pat Olive qui, voilà, si c'est pas Delotto au dessin, je trouve que ça passe relativement quand même pas mal là-dessus, parce qu'il a cette idée de faire des corps assez élancés. Et ça fonctionne assez bien avec l'idée que je me fais d'une araignée. C'est-à-dire, c'est pas très fine, et donc du coup, c'est des personnages qui bondissent, et qui finalement voilà, ne manquent pas de finesse. Et tout ça pour dire que Spider-Girl, j'ai assez hâte de lire la prochaine intégrale, parce que j'ai passé un plutôt bon moment, en tout cas très divertissant. Je l'ai vraiment lu comme un peu comme on peut lire Ultimate Spider-Man de Bagley et Bendis, comme un soap, quoi, vraiment. Et voici ma lecture divertissante de moi de l'été, en tout cas. Et quand tu dis que c'est un récicule qui a su gagner le cœur des lecteurs, faut dire que donc ça a commencé comme un what if
qui a débouché sur une série, mais une série qui a été annulée, je crois, 3, 4 fois, 5 fois, je ne me rappelle plus du nombre de fois où elle a été annulée, et le nombre de fois où elle a été sauvée par les lecteurs, justement, qui se mobilisaient en achetant énormément d'exemplaires de la série pour la relancer, en fait, et ils ont fait ça 3 ou 4 fois, c'est pour ça que la série, en fait, est extrêmement longue, c'est parce qu'elle avait une fanbase extrêmement organisée, vocale, et qui faisait en sorte que la série dure le plus longtemps possible. Donc ouais, c'est assez inédit dans l'histoire de Marvel d'avoir une série qui a été autant annulée. Et comme l'a dit un homme très sage devant les compendiums de Starman, une série avec un personnage secondaire ou tertiaire qui a duré aussi longtemps, c'est soit qu'elle est très bonne, ou alors qu'elle a un lectorat très fidèle. Du coup. Ouais. Ok. Bon bah du coup, c'en est fini pour cette émission très courte du mois d'avril consacrée aux lectures divertissantes de l'été. On se retrouve donc la semaine prochaine avec normalement une émission spéciale 4 Fantastiques. Et la date veut que... Oui voilà, donc normalement on l'a déjà enregistré, tout va bien, on est très content de ce qui s'est dit et ce qu'on a dit avec Yann Grave, donc un membre du super podcast Le Plein de Super et qui était aussi co-commissaire de l'exposition sur Superman et sur Batman à Angoulême. Donc voilà, on reçoit des pointures chez nous. Et on poursuivra la saga de l'été avec nos coups de cœur de mai et les découvertes, les recommandations de comics dont personne ne parle ou presque pour l'émission de dans 2 semaines. Allez, voilà. Ciao. Bon été.